Timothée Parikh est chercheur en économie écologique à la School of Economics de l'Université de Lund en Suède. Sa thèse de doctorat porte sur le lien entre croissance économique, santé sociale et résilience écologique, ainsi que sur le concept de décroissance. Dans sa dernière œuvre, Ralentir ou périr, Timothée Parikh montre comment la croissance, en ce qu'elle est au cœur de nos économies autant que de nos imaginations, est le levier à actionner pour ne pas périr. Il montre comment ces fausses promesses nous ont poussés à produire toujours plus, croissance et finances vertes comprises, et dessine des scénarios de sortie de crise où décroissance ne rime plus avec chômage ni récession, mais au contraire avec égalité et survie. À l'occasion de la sortie de ce dernier livre, donc, Ralentir ou périr, sorti aux éditions du Seuil, il était invité de la librairie Ombre Blanche pour une rencontre le mercredi 5 octobre 2022. Bon, c'est bien de se retrouver devant une assemblée mélangée. Moi, je veux d'abord remercier Timothée Parikh, bien sûr, qui a écrit ce beau livre Ralentir ou périr. Ralentir ou périr. Et remercier la librairie aussi qui m'a demandé de le présenter parce que bon, j'en suis vraiment heureuse, parce que je suis heureuse qu'on accueille justement des jeunes chercheurs en économie qui s'affrontent à des sujets qui ne sont pas, on dira, dans la pensée dominante de l'économie, cette pensée qui nous écrase totalement. Et donc, c'est vraiment un bonheur de pouvoir discuter, échanger avec Timothée Parikh d'abord, et après avec vous toutes et tous dans la salle. Alors, je dis deux mots sur Timothée Parikh. Il est chercheur en économie écologique et il a fait sa thèse en 2019, économie politique de la décroissance, et il l'a soutenue à l'université de Lund, je ne sais pas comment on prononce, en Suède. Ouais, alors la thèse, c'est à l'université de Stockholm. De Stockholm. En co-tutelle avec l'université de Clermont-Ferrand. D'accord. Lund, c'est là où je suis en ce moment. D'accord. Alors d'abord, j'ai une première question rapide. Pourquoi ne pas avoir soutenu cette thèse en France ? Alors, bon, la thèse a été en co-tutelle, donc je l'ai soutenue 2 fois. J'avais 2 universités, donc au CERDI, au département d'économie du développement, de l'université de Clermont, et au Stockholm Resilience Center de l'université de Stockholm. Donc j'ai eu 2 jurys différents, 2 défenses différentes. Et donc ça s'est fait dans 2 pays à la fois. Mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire de la recherche sur des scénarios de décroissance en France, exilé à l'université de Lund ? Vous vous dites peut-être il a un casier judiciaire en France, le mec il a pas. Je suis là sous permission direct d'Emmanuel Macron pendant 10 jours, après il me renvoie. C'est parce que en fait, dans les universités françaises, il n'y a pas de recherche. Il y a très peu de recherche en économie hétérodoxe. Il y a encore moins de recherche en économie écologique. Et dès qu'on prononce des mots comme écoféminisme, économie marxienne, post-capitalisme, autant vous dire que les départements d'économie, ils ferment les volets, ils ferment la porte. Et donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de laboratoire de recherche où on pouvait faire ça. C'est pour ça que, avec plusieurs collègues, on travaille à l'université de Lund. Mais on ne perd pas espoir. Un jour, peut-être, on reviendra. J'espère. Bon, merci beaucoup pour la réponse. Bon, je sais parce que moi, j'étais à l'université et beaucoup aussi font des thèses en Suède, en Espagne, aussi à Barcelone. Il y a mais en France, aux États-Unis aussi, il y a pas mal de recherches universitaires dans ce domaine-là. En France, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Bon, bref, je vais commencer quand même pour présenter le livre très rapidement par une citation, extraite du livre. Voilà ce qu'écrit Timothée Parikh. « S'il y a bien un phénomène douloureux et sacrificiel aujourd'hui, c'est celui de la croissance du PIB. L'argument que j'ai défendu tout au long de ce livre est que les coûts de la croissance dans un pays comme la France ont largement surpassé ses bénéfices, que l'économie est devenue une déséconomie, que la productivité est devenue contre-productivité et que nous avons un intérêt manifeste à décroître. »
Alors, je dois dire que c'était l'objectif, donc l'argument essentiel du livre. Je dois dire que l'argument a été très bien défendu dans ce livre par l'auteur. Vraiment très bien défendu. Je recommande le livre, bien sûr, parce qu'il est à la fois accessible. Ce n'est pas un livre d'un économiste qui parle aux économistes. C'est un livre accessible, qui est extrêmement documenté, avec de la documentation de première main, j'insiste, avec de la documentation la plus récente, ce n'est pas des vieilles statistiques, documentation récente, et qui est très solide sur le plan de l'argumentation économique. Enfin bon, il y a un background économique qui n'est pas du tout, qui n'est pas mis en avant, mais qui est là très présent, et qui rend le livre complètement accessible. Il y a beaucoup d'exemples concrets, des formules assez bien trouvées aussi, c'est assez drôle, donc c'est un livre très agréable à lire. Alors, je voudrais juste dire, il y a beaucoup de livres sur la décroissance, il y en a énormément. Je voudrais insister sur la particularité de ce livre. Il est écrit par un économiste. Alors, il n'y en a pas en France, effectivement, à part Serge Latouche, mais qui n'écrivait pas en tant qu'économiste, en fait. Mais sinon, les livres sur la décroissance ne sont pas écrits par des économistes, la plupart, par des sociologues, dans les sciences politiques, mais pas des économistes. Donc, c'est écrit par un économiste qui s'assume en tant que tel. Et ça, bon, voilà, ça peut poser des problèmes, on en rediscutera, mais c'est vraiment la particularité du livre et l'intérêt de ce livre. Et Timothée Parrique nous sort du brouillard des modèles économiques de l'économie standard, des calculs, de l'abstraction, et je dirais que c'est un exercice, au départ, dans les 4 premiers chapitres, d'un véritable atterrissage de l'économie. L'économie atterrit, on nous parle du monde réel, du monde vécu, de l'économie réelle, de ce qui se passe, de la matérialité de l'économie, tout ceci argumenté avec, je disais, des solides connaissances scientifiques, des solides références aux études les plus récentes et les plus argumentées. Et en fait, il nous raconte que nous fait concrètement la croissance. Qu'est-ce qui nous arrive ? Que nous fait très concrètement dans nos vies ? Que nous fait concrètement la croissance ? Et il arrive par là à la déconstruction des croyances et de l'idéologie économique. Et donc, ces 4 premiers chapitres, on va en reparler à la fin, de ce déroulé qui est vraiment, je dirais, bon, les pieds sur terre, les mains dans la terre, les mains dans l'économie réelle, et non pas dans le ciel des abstractions, eh bien, la décroissance, effectivement, s'impose au nom de la raison et du raisonnement rationnel, mais aussi du raisonnable, pas seulement du rationnel. Et l'originalité du livre, parce que c'est vrai que moi-même j'ai été au départ un peu perturbée, je dois dire, l'originalité et la force du livre, c'est que le projet que Timothée Parrique défend, il arrive après. C'est pas d'abord le projet, et on voit comment l'économie réelle pourrait s'ajuster au projet. C'est l'économie réelle, que nous fait la croissance, qu'est-ce qui nous arrive, et à partir de là, le projet se déroule. Et ça, je trouve aussi que c'est extrêmement intéressant, et c'est assez rare, en tout cas dans le domaine de l'économie, de la recherche en économie, ça n'existe pas, ou très peu. Donc c'est le projet, c'est-à-dire, et là on va en parler, c'est comment la décroissance, c'est le chemin, un sentier, un chemin vers une société de post-croissance, c'est pas le but, c'est le chemin vers une société de post-croissance. Et toute la fin, on en reparlera, là, c'est plus simplement l'économiste qui parle, ou en tout cas, c'est un économiste éclairé, qui n'est pas simplement économiste, qui se nourrit à d'autres savoirs dans les sciences sociales, à l'anthropologie, à l'histoire, aux sciences de la nature, aux sciences du vivant. Et ça, c'est très important parce que l'économie, quand je disais, c'est pas un économiste qui parle aux économistes et qui fait de l'économie une science totale. Là, c'est l'économie qui se ressource à d'autres savoirs. Donc, ce sont les dernières parties du livre. Donc voilà, je trouve que la démarche en plus, elle n'est pas, je dirais, bien sûr qu'il y a un projet politique, mais la démarche n'est pas idéologique. Et ça, c'est vraiment c'est intéressant. Et du coup, le lecteur chemine, ou la lectrice chemine avec l'auteur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ma première question est la suivante.
Souvent, on entend dire, on l'entend tous les jours, je l'ai entendu de notre première ministre il n'y a pas longtemps, pourquoi on ne peut pas combiner la croissance verte, une croissance propre, une croissance qui serait, je ne sais plus comment on dit maintenant, il y a beaucoup d'adjectifs, inclusive, propre, verte, et tous les beaux adjectifs qu'on peut lui adjoindre. Pourquoi cette croissance-là n'est pas soutenable du point de vue écologique? Pourquoi ce n'est pas... pourquoi ça pose le problème de la soutenabilité écologique? Et j'aimerais bien que vous reveniez, si vous le voulez bien, parce que ça, c'est des arguments, c'est vraiment des verrous de la pensée sur les questions de découplage qu'on entend tous les jours sur les ondes, d'empilement technologique, toutes les pensées de Fressos, etc., que vous mobilisez. Donc tout ça, ce serait bien si vous nous en disiez quelques mots. Oui, bon, déjà, bonjour à tout le monde. Je suis super content d'être là. Merci pour cette magnifique introduction. Alors, je suis très, très content. Et donc là, oui, on va parler du chapitre 2. Alors, le chapitre 2, c'est mon bébé. Parce que c'était vraiment un chapitre de la thèse qui était sur le découplage, qui a été publié dans un rapport qui s'appelait Decoupling Debunked, le découplage démystifié, qui était sorti au Bureau environnemental de l'environnement l'été 2019, et qui avait vraiment un petit peu secoué cette rhétorique de la croissance verte, parce que jusqu'ici, en fait, les organisations internationales, la Commission européenne, les pays, les Nations Unies, tout le monde disait oui, on va verdir la croissance. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire ma thèse, je suis peut-être un petit peu bête, mais en fait, ça veut dire quoi verdir la croissance? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de définition du verdissement de la croissance. Il n'y avait pas d'espèce de mesure. On disait ah oui, on va juste verdir, quoi. Et donc, moi, j'ai créé cette espèce de cadre conceptuel pour dire, oui, bon, si vous voulez verdir la croissance, si on veut concilier croissance économique et soutenabilité, il va falloir découpler les volumes de production d'une économie de toutes les interactions néfastes qu'elles ont avec l'environnement. Donc, il va falloir consommer moins d'eau, d'énergie, de sol, avoir moins de pollution de l'air local, d'émissions de gaz à effet de serre, d'impact sur la biodiversité. Donc, il va falloir avoir cette espèce de découplage multi-impact global sur le long terme, à surtout un rythme suffisant pour permettre de revenir sous des seuils de soutenabilité, ce qu'on appelle souvent les limites planétaires, pour éviter une dégradation irréversible de certains écosystèmes. Parce que quand vous faites de l'économie écologique, toute économie, en fait, c'est un petit peu comme un ascenseur. Il y a une capacité de charge. Et quand vous la chargez trop, les câbles, ils commencent à un petit peu comme dans les films. Donc moi, en tant qu'économiste écologique, quand je regarde la France et qu'on analyse, par exemple, les limites planétaires ou d'autres indicateurs, on voit la France en situation d'obésité biophysique. Donc on se dit, il faut réduire. Et avec ce cadre analytique, quand donc on se pose la question de à quel point a-t-on réussi à verdir non seulement la croissance, mais le volume actuel de la production, là, on se rend compte en fait qu'on n'a presque rien fait. Déjà, on se rend compte que les économistes qui parlent de croissance verte ne parlent que de décarbonation. Alors moi, au début, je pensais que c'était une blague. Mais vraiment. Donc là, tout ce que vous avez fait, là, toutes les études, depuis 15 ans, tous vos efforts pour faire de la transition écologique, vous n'avez regardé que le carbone. Et en fait, c'est vrai, il n'y a que ça. Et donc, vous prenez l'hypothèse que ce que vous essayez de faire pour le carbone, qu'aucun pays n'a réussi à faire, donc de complètement concilier croissance du PIB, décroissance des émissions, ça, vous faites l'hypothèse que en fait, ça va suivre avec toutes les autres pressions. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, à l'époque, je me suis dit, mais la rhétorique de la croissance verte relève vraiment de la pensée magique, dans le sens où c'est le joker, la technologie, à un moment donné, nous permettra de faire ce qu'on a réussi à faire dans quelques pays du monde pendant quelques années, sur quelques pourcents. On arrivera à faire 10, 15, 20 fois mieux à un moment donné, grâce à des technologies qui n'existent pas encore. Bon, c'est des sciences sociales, on n'est pas dans Harry Potter, donc à un moment donné, il faut quand même se dire, si c'est ça votre meilleure stratégie, il y a un problème. Et donc, moi, quand j'ai réalisé que quand on regarde un pays par la France, secteur par secteur, pression environnementale par pression environnementale, quand je dis pression environnementale, c'est le concept scientifique qui vient englober la totalité des interactions entre l'économie et l'écologie. Donc, pas seulement vraiment les émissions de gaz à effet de serre, mais toutes les interactions, on se rend compte que certaines choses, on a réussi, on pourrait dire, à découpler, à verdir. Dans certains processus industriels, sont plus efficients qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, j'ai envie de dire encore heureux. Mais d'autres trucs, par exemple la mobilité, l'aviation commerciale, l'usage de l'automobile, c'est des choses, quand vous faites rouler une voiture,
ça crée toujours des émissions de gaz à effet de serre. Pareil, il y a d'autres procédés dans l'agriculture qui sont toujours aussi intenses en eau, en usage des sols. Et il y a beaucoup de choses, par exemple, comme l'industrie de la viande, qui nécessite un changement des terres, une certaine déforestation, qui a toujours le même impact destructeur sur la biodiversité qu'il avait quand vous rasiez une forêt il y a 10 ans. Donc, quand on réalise qu'en fait, on a réussi à verdir qu'une toute petite partie, tout de suite, ça ouvre. Ça vous donne... Vous avez 2 options, en gros. Si vous réalisez qu'aujourd'hui, nous avons dépassé des limites planétaires, c'est le cas pour la France, soit vous arrivez à continuer à produire et consommer tel que vous le faites aujourd'hui ou même plus, et à verdir ça, donc l'option du découplage, mais si on ne peut pas faire ça, il n'y a qu'une autre option. Réduction de la production et de la consommation. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de troisième option, c'est vraiment... Donc là, moi quand j'ai découvert qu'on a réussi à verdir une toute petite partie, et que c'est hautement improbable, voire théoriquement impossible, qu'on fasse mieux dans les quelques années à venir où on va devoir faire la plupart des efforts pour le changement climatique. Donc raisonnablement, rationnellement, les deux, ça veut dire que la transition écologique, elle va être constituée d'une partie sobriété et d'une partie éco-efficacité. Alors là, quand je vous dis ça aujourd'hui, avec la popularité du mot sobriété, c'est facile d'être d'accord. On prononçait le mot sobriété il y a 5 ans, alors là, c'était le bûcher, directement. Les économistes regardaient, quelqu'un, il n'a rien compris. Non, bien sûr que non, c'est vraiment l'éco-efficacité, c'est les éco-innovations, c'est les processus industriels, une taxe carbone, et tout va se résoudre. On n'a pas besoin de toucher à la demande. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est faux. Et je pense qu'on n'a pas encore réalisé l'ampleur d'à quel point c'est faux. Donc moi, très souvent, il y a des gens qui m'envoient des graphes, enfin qui m'envoient un graphe d'un blog en ligne qui s'appelle Our World in Data. Vous voyez des petits découplages absolus dans quelques pays. Donc des découplages absolus, c'est des situations où vous avez une augmentation de la croissance économique juxtaposée avec une réduction en tonnes des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour une quinzaine de pays au monde, on voit sur certaines périodes des petites réductions minimes, voire des quasi-stabilisations. Et des gens disent « Ah ben regardez, c'est possible, on a la preuve ». Donc moi, dans le chapitre 2, j'ai vraiment essayé de donner un cadre analytique, non seulement juste pour le montrer qu'ils ont tort, ce qui est assez facile à faire, mais je ne pense pas que ça fait vraiment avancer, mais pour donner une paire de lunettes qui nous permettent de regarder l'économie et de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que moi, en tant qu'économiste écologique, qui est une école de pensée hétérodoxe, donc un cadre théorique qui existe depuis les années 70, quand je regarde par exemple la ville de Toulouse, je ne vois pas comme un économiste néoclassique seulement des euros, je vois aussi des flux de matière et d'énergie. Je vois la ville de Toulouse comme un métabolisme, comme un super organisme avec une extraction des ressources naturelles du côté des sources et une excrétion de déchets du côté des puits. Et donc ça, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à partir d'étudier ce phénomène, qu'est-ce qui se passe quand une économie grossit, de donner un cadre analytique qui nous permette de voir des choses et donc en fonction de la visibilité de ces choses, de prendre d'autres décisions quand on se rend compte que, ah bah tiens, raser par exemple des forêts en ville, si on ne regarde que les euros, bah, ça a l'air super. En fait, on ne perd rien parce qu'on vend la table basse Ikea et on s'est enrichi de quelques euros. Mais si on regarde les flux, si on regarde la richesse écologique, on se rend compte, ah ben non, on a perdu la capacité de refroidir les villes pendant les canicules, donc le climatiseur naturel que représentent les villes, les arbres dans les villes. On a perdu aussi des habitats pour des espèces. On a perdu aussi la capacité d'absorption du carbone de ces arbres. Et donc peut-être, et là on arrive à la citation, le seuil de contre-productivité, peut-être que raser ces arbres en ville pour produire des tables basses était un acte anti-économique dans le sens où on s'est appauvri en perdant tous ces services écosystémiques, tout ça pour s'enrichir en créant quelques bénéfices, et souvent, et ça c'est dans un autre chapitre, appropriés par ceux qui étaient déjà riches, donc dans tous les cas, même quelque chose qui n'était pas socialement ultra désirable. Merci. Donc c'est vrai que dans ce chapitre 2, là, Timothée Parrique déconstruit vraiment cette idée qu'on peut continuer à croître tout en baissant les émissions de gaz à effet de serre. Bon, et ça, je crois que c'est un argument choc aujourd'hui, de tous ceux qui prônent les technologies vertes, etc. Bon, voilà. Mais peut-être revenir sur autre chose, parce que ça aussi, c'est un verrou de la pensée important je pense, qui handicape considérablement la pensée, l'adhésion à la décroissance, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond.
Donc vous pouvez en dire un mot de l'effet rebond, parce que c'est ça aussi, par rapport à toutes les promesses qui sont faites, qui ne tiennent pas compte de cet effet rebond. Oui. Alors l'effet rebond, qu'on appelle aussi le paradoxe de Jevons, après un économiste britannique qui s'appelait William Stanley Jevons, au début du 19e siècle, qui étudiait l'utilisation du charbon dans la ville de Londres. Donc le mec, il remarque qu'on a de meilleurs moteurs à vapeur qui utilisent moins de charbon qu'avant, donc il dit c'est trop bien. À l'échelle de Londres, on va pouvoir observer une baisse de la demande totale de charbon, vu qu'on a des meilleurs moteurs à vapeur. Mais là, il a remarqué que malgré les gains d'efficience de chaque moteur, on consommait plus de charbon, que la consommation de charbon avait rebondi. Donc il s'est dit, c'est vachement bizarre. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a toute une littérature qui a 30 ans sur les effets rebonds, qui se divise en effets rebonds microéconomiques et macroéconomiques, et indirects et directs. Et je vous donne quelques exemples. Par exemple, on va dire que vous avez une vieille voiture qui pollue beaucoup, je ne sais pas, et vous allez racheter une hybride. Vous achetez votre hybride, mais vous allez vous dire, ok, maintenant elle est hybride, je peux la conduire plus, donc je ne vais pas me sentir coupable, je peux me faire un petit road trip. Donc peut-être que vous allez plus la conduire que votre ancienne voiture. Et donc, si votre nouvelle voiture consomme, je ne sais pas, 30% de moins que l'ancienne, mais que vous la conduisez 40% fois plus, vous pouvez voir que les gains comparé à si vous aviez changé de voiture avec le même nombre de kilomètres conduits, ont rebondi d'une certaine manière. Ça, c'est direct parce que c'est lié à l'usage de la voiture. Mais imaginez que vous arrêtiez de manger de la viande. Vous arrêtez de manger de la viande, et vous allez économiser un petit peu d'argent. Et je ne sais pas, vous vous dites après quelques mois, tiens, je me retrouve avec 2000 balles sur mon compte en banque, trop bien. Je vais me faire un petit week-end à New York. Et en fait, les tonnes de carbone que vous n'avez pas émises à travers votre consommation de viande, vont être émises sur l'aspect mobilité. Donc on pourrait dire que ce que vous avez sauvegardé va rebondir à travers un autre poste de consommation. Mais ça peut être indirect aussi, vous épargnez votre argent, vous allez le mettre dans votre compte épargne à la Société Générale, et la Société Générale va l'investir chez Total pour creuser des puits, et donc cet argent a une empreinte carbone aussi. Et donc ça, c'est à l'échelle microéconomique, et quand on agrège tout ça à l'échelle macroéconomique, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les personnes qui ont fait des efforts en termes de sobriété, et en termes d'éco-efficacité, donc les meilleures machines dans les entreprises, les meilleures voitures, on regarde tout ça, combien ça nous a permis d'économiser en utilisation d'énergie, et on compare avec l'utilisation totale. Et là, il y a un chiffre qui est sorti il y a 2 mois, exceptionnel, attention. La première estimation de l'effet rebond macroéconomique en France. Ça, c'est l'équivalent de l'iPhone 14, si vous faites de l'économie écologique. Et donc, cette étude nous montre qu'on a un rebond de 101% sur la consommation d'énergie en France. C'est-à-dire que tous les gains, un rebond sous 24 mois. C'est-à-dire que tous les gains, dans tous les postes de consommation en France qui nous permettent, tous les changements de pratiques qui nous permettent de consommer moins d'énergie, cette énergie qui a été sauvée va être réutilisée à un autre endroit de l'économie en moins de 2 ans. Même un tout petit peu plus, vu que c'est un rebond de 101%. Et donc cet effet rebond, c'est le véritable... C'est quelque chose qu'il faut éviter quand on fait si le but, c'est vraiment de réduire le nombre total, je ne sais pas, la demande énergétique ou les gaz à effet de serre, il faut faire en sorte de ne pas réduire à gauche pour réaugmenter à droite. Donc, c'est un petit peu la chasse aux effets rebonds. Et donc là, l'effet rebond, moi j'adore parce que c'est un concept très, très empirique, on dirait que c'est un petit peu chiant, mais quand on fait la chasse aux effets rebonds et qu'on se demande pourquoi ça rebondit dans l'économie, on arrive tout de suite à une complexité institutionnelle qui se transforme en une véritable critique du capitalisme, parce que c'est pas un miracle. Imaginez qu'on arrête tous de prendre l'avion, ici dans cette salle. On arrête de prendre l'avion. La compagnie aérienne, qui est une entreprise commerciale à but lucratif, elle va dire « Ah c'est marrant, il y a moins de gens qui achètent les tickets. » Elle va réagir. Elle va se dire « Bon, on va faire des petites soldes. » Donc elle va faire des petites soldes, et là peut-être qu'il y a des gens qui ne prenaient pas l'avion avant, qui vont se dire « Ah maintenant je peux le prendre. » Peut-être qu'il y aura même plus de personnes qui vont prendre l'avion à cause des soldes que de personnes qui avaient décidé de ne pas le prendre pour des raisons environnementales. Et donc là, effet rebond. Pourquoi ? Parce que nous avons une entreprise institutionnellement à but lucratif qui va agir pour maximiser ses ventes. Et donc là, ça nous montre bien que la technologie n'est pas suffisante, la sobriété individuelle n'est pas suffisante, il va falloir aller transformer les structures même de l'économie. Donc là, je vous donne une manière, par exemple, de lutter contre l'effet de rebond. L'aéroport de Schiphol à Amsterdam
a annoncé cet été qu'ils allaient mettre un nombre limite de vols. Ils se disent, bon voilà, nous, cette année, on fera voler 90% de tous les vols qu'on avait eus l'année dernière. Pas plus. Donc là, c'est une belle manière d'éviter l'effet rebond, parce que quoi qu'il se passe, vous êtes certain de ne pas dépasser ces 90%. Pareil, si vous avez des budgets carbone, une carte carbone individuelle ou des choses comme ça, des protocoles de rationnement, où vous êtes sûr que quelque chose qui va être économisé à gauche ne sera pas réutilisé à droite. Bon, on reviendra sur le rationnement si on a le temps tout à l'heure. Mais juste, alors, une petite question. Vous utilisez le terme transition dans le livre. Mais alors, si on prend l'effet rebond, je pense à tout le travail qu'a fait Jean-Baptiste Fressoz sur l'énergie, qui explique, c'est un historien, qu'il n'y a pas eu de transition énergétique. Il n'y a jamais eu de transition énergétique, il n'y en aura pas. Il y a empilement énergétique, c'est-à-dire que lorsqu'on est passé du charbon au pétrole, du bois au charbon, il y a eu bois plus charbon, ensuite ça a été bois plus charbon plus pétrole, puis on ajoute le nucléaire, on ajoute les renouvelables. Il n'y a pas de transition comme substitution d'une énergie à une autre, mais ça c'est une forme d'effet rebond aussi, mais au contraire, empilement technologique. Donc, par exemple, il montre dans un article récent là, qu'on consomme plus de bois aujourd'hui qu'on en consommait au Moyen-Âge. Parce qu'évidemment, le volume de l'économie a tellement augmenté que même une petite augmentation de la croissance se fait sur une base si grande que ça fait un très grand volume de consommation de bois, et etc., etc. Ça, c'est le travail de Fressoz sur l'énergie est vraiment intéressant. Donc, il n'y a jamais eu de transition. Donc, pourquoi continuer à parler de transition ? Alors, ce phénomène d'empilement, on va parler d'empilement, et là je vais introduire un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle l'exnovation. Et moi, ça me ramène à des débats que j'avais avec mes parents quand j'étais adolescent, qui me répétaient toujours que le lave-vaisselle, c'était trop bien parce que ça utilisait moins d'eau que le lavage à la main. Et je ne sais pas pourquoi ça m'avait dérangé cet argument, mais j'étais adolescent, et en fait, il m'a fallu 15 ans d'économie pour comprendre pourquoi. Ça mène à tout. Ah bah, vous pouvez répondre à toutes les questions avec l'économie. Et en fait, pareil pour le papier. On pourrait penser que les mails nous ont permis de réduire l'utilisation du papier. Mais non, parce que justement, on a cet effet d'empilement. Bon, là, pour le cas du lave-vaisselle, on comprend bien. Pour extraire les minéraux, les métaux, pour construire votre lave-vaisselle et les rincer, les nettoyer, il faut énormément d'eau. Si votre lave-vaisselle, en plus, a été designé par une entreprise à but lucratif avec un petit peu d'obsolescence programmée pour faire sûr qu'il pète à partir de 4 ans, et ça va vouloir dire que peut-être il y a plus d'eau, donc l'empreinte hydrique virtuelle, l'eau virtuelle pour la construction du lave-vaisselle va être supérieure à la quantité totale d'eau que vous auriez utilisée si vous avez fait votre vaisselle à la main. En plus, on a un lave-vaisselle, il y a un petit effet rebond microéconomique parce que quand on fait la vaisselle à la main, on est un petit peu plus parcimonieux parce que faire la vaisselle, c'est quand même pas ultra divertissant, alors que quand on a le lave-vaisselle, c'est la folie. Donc là, on voit aussi sur les études, il y a des gens qui font ça comme étude. Il y a des microéconomistes qui se spécialisent là-dessus, non, un de mes collègues. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont des prix Nobel même parfois sur des choses comme ça. Ça serait fou. Prix Nobel d'économie décerné pour toutes les connaissances sur l'économie des lave-vaisselle. Et donc oui, il y a des phénomènes comme ça d'effet rebond et aussi d'empilement. Donc aujourd'hui, quand on parle d'innovation, de dire il faut absolument introduire des nouvelles technologies. En fait, c'est pas tellement le but d'introduire des nouvelles technologies si on vient les empiler sur une infrastructure polluante problématique, c'est plutôt il faut faire de l'exnovation, c'est-à-dire il faut faire sortir des technologies polluantes. Donc aujourd'hui, par exemple, en France, l'une des priorités, c'est d'arriver à faire sortir le chauffage au fioul. On n'a pas besoin d'Elon Musk nous invente un chauffage Tesla. Non, il faut juste arriver à faire sortir le chauffage au fioul déjà avec les alternatives existantes. Pareil, on pourrait dire il faut arriver à faire sortir les SUV du parc automobile, faire sortir les voitures thermiques du parc automobile. On peut en faire sortir de manière absolue, c'est-à-dire en réduisant la demande en voiture, partage des voitures existantes, mobilité active, plus de transports en commun. Et ensuite, on peut substituer les voitures dont on a besoin avec des voitures électriques, avec d'autres modes de choses comme ça. Donc là, aujourd'hui,
on va dire que la stratégie de la décroissance, c'est d'arriver à faire sortir ce qu'on appelle souvent des technologies zombies, des technologies qui sont anti-économiques, dans le sens où votre chauffage au fioul aujourd'hui, il coûte plus cher qu'un chauffage à gaz, c'est plus dangereux, c'est environnementalement pire, ça n'a aucune raison en fait d'exister. Donc avec les lunettes de l'économie écologique, on se rend compte qu'il y a toute une infrastructure zombie qu'il va falloir faire disparaître. Donc ça, c'est un petit peu l'une des manières pour enclencher une véritable transition. Et moi, dans le livre, j'utilise transition et transformation. Entre chercheurs, il y a ce grand débat. Moi, je préfère parler de transformation parce que j'aime beaucoup Karl Polanyi, qui est en économie hétérodoxe, en tout cas un grand classique, après un bouquin qu'il a écrit dans les années 40 qui s'appelait La Grande Transformation. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de transformer notre économie. L'économie ne va pas faire transition de manière un petit peu en mode Pokémon, on va passer à un autre truc, ça va se métamorphoser tout seul. Non, il va falloir, de manière architecturale, venir modifier, transformer les grandes institutions de notre économie, et il y en a beaucoup, pour pouvoir attendre un résultat différent. C'est ça. Si aujourd'hui on se rend compte que notre économie est complètement dans l'impasse, il va nous falloir complètement transformer le système économique. Et une fois que ce système sera transformé, là, on peut espérer que la transition commence. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Jean-Baptiste Fressos. Dire il faut accélérer la transition, enfin moi, elle est où la transition ? Il faut la commencer déjà, et pour la commencer, il faut retirer tous les points de blocage qu'il faut qu'aujourd'hui, on essaye encore de vendre des lave-vaisselle qui cassent ou de faire des pubs pour les cuisines et les frigos connectés. Donc on se retrouve dans cette situation où en fait on essaie de freiner écologiquement et le capitalisme continue d'accélérer économiquement. Justement, ma question suivante, j'en ai une autre plus économique, mais on y reviendra peut-être, puisque vous avez commencé là-dessus. Est-ce que ralentir suffit ? Parce que dans les 4 premiers chapitres, on ralentit. Et après, il y a autre chose que du ralentissement. Voilà pourquoi le titre, ralentir ou périr, c'est un titre fort qui accroche. Mais est-ce que ralentir suffit ? Parce que est-ce que je ralentis, d'accord, mais si je vais toujours vers le mur, j'irai moins vite, mais j'irai quand même. Donc, est-ce qu'il ne faut pas autre chose que ralentir, c'est-à-dire une autre direction ? Changer de direction, faire marche arrière, enfin, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est uniquement ralentir ? Et en particulier, je pense à ce que vous venez de dire, les technologies zombies, etc., les communs négatifs, enfin, beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui. Vos collègues de Clermont-Ferrand, d'ailleurs, ils ont écrit un très beau livre aussi sur fermeture, sur héritage et fermeture, c'est-à-dire il faut fermer les choses. Il ne s'agit pas simplement de les diminuer, il faut les supprimer, il faut les fermer. Parce que sinon, la transition, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, mais ne pourra pas véritablement s'enclencher. Donc voilà, je voulais j'aimerais vous entendre sur le ralentir. Bon, alors moi, je vais vous parler du livre qui a changé ma vie, vraiment. Et c'est un livre d'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit à la fin des années 2000, un livre qui, je pense en français, s'était traduit une théorie sociale de l'accélération. Et il a développé, en fait, lui, sa question de recherche, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment, dans beaucoup de sociétés occidentales, qu'on a de moins en moins de temps pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire. Donc il a développé cette grande critique comme quoi le capitalisme, et surtout un capitalisme concentré sur la croissance, créait en fait un effet d'accélération qui finissait au bout d'un certain moment par écraser le social, parce que bien sûr la journée ne s'étend pas, elle reste 24 heures, donc on finissait forcément à un moment donné se retrouver contre un mur temporel. Moi, ce livre à l'époque, il m'a bouleversé, et surtout le deuxième qu'il a écrit après, parce que Hartmut Rosa, qui était à l'époque, enfin, il est à l'université de Jena en Allemagne, assez proche des milieux décroissants. Lui, il disait plutôt la décroissance, il l'interprétait comme une résonance. C'est son deuxième livre après l'accélération. Il dit le problème, c'est qu'on a des systèmes qui accélèrent et qui ne peuvent que fonctionner dans un mode en accélération, comme un vélo qui aurait pris de la vitesse. Si on l'amène à l'arrêt, il va perdre l'équilibre. Alors qu'on devrait avoir une économie de la résonance. La résonance, c'est son concept.
une espèce d'harmonie, en fait. Une harmonie, hein. Ivan Illich dirait peut-être la convivialité. On pourrait parler de buen vivir, on pourrait parler en France de convivialisme. Enfin, il y a plein de concepts différents. Mais donc, moi, je me suis dit, cette idée de notre relation au temps, elle est fondamentale. Et c'est l'une des manières de faire atterrir l'économie. Parce que, et là, je ne vais pas rentrer dedans, parce que là, je pense qu'on perd la moitié de la salle et vous allez partir en courant si on parle de comment est-ce qu'on calcule la croissance économique. J'ai lu le manuel, les 720 pages. Je ne le conseille à personne. C'est une année de ma vie que personne ne me rendra jamais. Mais ce que j'en ai compris, c'est que ce qu'on appelle croissance, on a l'impression que c'est un truc organique, progrès, vachement complexe. En fait, non, c'est plus une mesure de l'agitation économique. Imaginez un petit peu regarder une fourmilière et vous jetez un truc et les fourmis, elles bougent. C'est ça, en fait, un petit peu la croissance. C'est une agitation. Et donc, faire ralentir une économie, d'une certaine manière, c'est justement arriver à libérer des ressources, dont des ressources temporelles, du temps, pour pouvoir faire ce changement de direction. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, on avait une semaine de temps de travail moyenne, donc le temps passé en emploi salarié de 20 heures, à un salaire, bien sûr, qui nous permettrait d'avoir accès aux choses telles qu'on l'a aujourd'hui avec une semaine à 37 heures, eh ben, on aurait libéré énormément d'heures de travail pour faire d'autres choses. Ces autres choses, c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui. Et ben, c'est nous, maintenant, en dehors du PIB. Ce qu'on fait ce soir ne participe pas au PIB. S'organiser politiquement, voilà, éduquer ses enfants, faire du théâtre, faire la sieste, jouer aux échecs, l'associatif, le sport, tout ça. Donc moi, j'ai voulu dire qu'il va falloir ralentir cette espèce, la machine de l'économie du capitalisme qui mange de plus en plus d'heures et d'énergie et de ressources pour pouvoir libérer un espace de bifurcation. Et là, ça connecte très bien avec mes collègues de Clermont-Ferrand, hein, Diego Landivar, Alexandre Monin, qui eux parlent voilà, de fermeture, de démantèlement, de se dire justement en fermant, en réduisant, en démantelant, en déconstruisant certaines choses, on va pouvoir arriver à organiser une redirection qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que le capitalisme est comme un enfant de 6 ans qui demande l'attention complète de toute la société et toutes ses ressources à tout moment de la journée, et que dès que vous faites quelque chose en dehors, vous devez toujours comparer la performance de ce quelque chose en fonction de ce que vous auriez pu faire dans un système capitaliste. Et c'est là que je reconnecte avec l'effet rebond. Tout est connecté. Parce que c'est marrant, parce que l'effet rebond, en fait, c'est une conséquence mécanique d'un système où, de manière à peu près automatique, nous, participants du jeu économique, nous allons placer nos ressources dans les milieux les plus lucratifs. Parce que c'est ça le game, hein. En tant qu'individu, on essaie de maximiser notre revenu, notre pouvoir d'achat. Entreprise, on maximise notre chiffre d'affaires. Gouvernement, on maximise le PIB. Donc, si vous sortez d'école de commerce, vous avez une petite dette de 50 000 € à repayer, et que vous choisissez entre être l'économiste en chef d'Emmaüs ou être l'économiste en chef de Société Générale, à différence de salaire de 1 à 25, vous allez avoir de fortes incitations pour aller à la Société Générale. De la même manière, si vous épargnez, si vous placez, on se retrouve tous à ce que dit très bien Denis Colombi, capitaliste malgré nous. Et donc ces engrenages économiques font qu'on va prendre des ressources qui auraient pu être dédiées à l'associatif, au non monétaire, à la réparation écologique, à la richesse sociale, et on va venir, malgré nous, les orienter, donc nos formations, nos choix de vie, nos choix de consommation, nos choix d'épargne, nos choix de production quand on travaille dans les entreprises, on les oriente vers ces choses qui sont les plus lucratives, et les choses qui sont les plus lucratives, et c'est là que la boucle est bouclée, sont les choses qui ont tendance à le plus dégrader l'environnement. Pourquoi ? Parce que l'environnement, c'est génial. On peut l'utiliser gratuitement. Donc, vu que ces ressources, en fait, l'arbre, quand vous le coupez, il ne vous demande pas un chèque. Il se fait couper et c'est tout. Et donc, aujourd'hui, je vais arrêter là. J'ai des réponses extrêmement longues, je me rends compte. Donc, j'arrête ici pour celle-là. Alors, on pense qu'il faut qu'on laisse après les questions venir. Moi, j'en ai encore 2 petites. J'essaie d'être le plus synthétique. Alors, je reviens sur le travail, parce que là, vous avez abordé le travail. Moi, je pose une question.
moi, c'est un de mes problèmes avec beaucoup de penseurs de la décroissance. Très souvent, dans la décroissance, on entend, moi je me revendique aussi de ce courant-là, hein, mais je suis en désaccord sur la question du travail souvent. On entend, on va pouvoir diminuer le temps de travail de manière de travailler 2 heures par jour, etc. N'y a-t-il pas une contradiction entre le fait de vouloir se libérer des esclaves énergétiques que nous avons, qui consomment énormément d'énergie? On est entouré de ce qu'on appelle des esclaves énergétiques. Si on veut retrouver des activités qui sont beaucoup moins fondées sur la consommation énergétique, les technologies très dépensières, etc., je pense par exemple à l'agriculture. Le schéma, par exemple, de la Confédération paysanne aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut que dans 10 ans, on ait installé 1 million d'agriculteurs pour arriver à commencé à avoir un paysage d'agriculture paysanne écologique à peu près correct en France. 1 million. Donc ça veut dire que faire miroiter que la décroissance, c'est la baisse du temps de travail pour tout le monde, moi ça, je ne sais pas. Dans les entreprises aussi, dans les grandes entreprises ultra concentrées, ultra taylorisées, etc., on économise le temps de travail, on est efficace, nanana. Si on a envie de décroître, de revenir à des tailles de production beaucoup plus artisanales, des coopératives, etc., en termes de temps de travail, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, si vraiment on veut se passer, on veut diminuer la consommation énergétique, je ne suis pas certaine qu'il faille le poser comme l'absolu. Ça suppose une redéfinition du travail. Et que là, sinon, on est encore dans le rêve, on va se libérer de la nécessité pour accéder à la liberté, aller à des conférences en ombre blanche, aller au théâtre, etc. Et tout le reste, la vaisselle, ça c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant la vaisselle. Parce que ça fait partie des tâches matérielles, qui sont de l'ordre du soin des personnes, du soin de la société, du soin de la famille, du soin de la terre, etc. Donc c'est revalorisation de ces tâches-là, mais qui risquent d'être beaucoup plus importantes, parce que, ou alors on le délègue à des machines ou à des robots, je ne sais pas, mais si on ne veut pas déléguer à des machines et à des robots, ça c'est la promesse, eh bien il va falloir qu'on le fasse. Et là, il faut de la main-d'œuvre. Alors là, j'ai besoin d'un chiffre que je n'ai pas, parce que je suis en train de le calculer. C'est ce que j'essaie de comprendre pour clarifier déjà une première réponse à cette question, c'est de faire un scénario de décroissance, par exemple, en France, et de comparer les heures de travail qui vont être libérées, par exemple, s'il n'y avait plus de publicité en France. Bon, toutes les personnes qui travaillent dans la publicité, les heures de travail seront libérées. Donc, alors, on va voir, on appelle ça du chômage, est-ce qu'on appelle ça une libération des heures de travail? Donc, il y a certains secteurs, par exemple, aussi le secteur financier. Si on fait baisser la production, mécaniquement, on va voir, une certaine production industrielle, par exemple, si on produit moins de voitures, et donc là, ça va libérer des heures de travail. Et en effet, de l'autre côté, avec le retour de l'artisanat, le passage à la low-tech, le passage à l'agroécologie et la permaculture, donc l'abandon des procédés industriels qui permettaient d'augmenter la productivité horaire. Donc là, il va falloir mobiliser plus d'heures de travail. Donc moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est le calcul pour savoir un petit peu comment ça s'équilibre tout ça. Ça, c'est la première réponse. Cette réponse, elle nous amènera, je pense, à un chiffre qui montrera que, va-t-on pouvoir travailler plus ou moins qu'aujourd'hui? Mais c'est une limite. Et c'est à ce moment-là où j'aimerais bien avoir une petite Pokéball pour me permettre de faire apparaître Dominique Méda, qui est vraiment ma penseuse préférée sur le travail aussi, où là, il y a une véritable transformation de notre relation au travail. Donc, de se dire que dans cette société, et là, je reprends un petit peu l'idéal du concept de post-travail, qu'on a aussi en économie anarchiste, de se dire que certaines des tâches qui, aujourd'hui, ne sont pas considérées comme un emploi salarié ou comme un travail qui mérite rémunération, mais alors que ces travaux font fonctionner l'économie, sont d'ailleurs bien plus essentiels. On parlait de la vaisselle, on parlait aussi des tâches ménagères, mais beaucoup plus fondamentalement aussi toutes ces petites choses qui construisent ce que les économistes féministes appellent la sphère de la reproduction, de la subsistance. De se dire que, par exemple, qu'est-ce qui va faire que demain, vous pouvez revenir travailler? Je ne sais pas, vous êtes boulanger, l'exemple que je prends si vous êtes déprimé et que vous tombez en dépression, vous n'allez plus pouvoir produire.
Donc, il y a plein de petites choses, vos amis, la relation que vous avez avec vos voisins, la relation que vous avez avec l'endroit où vous habitez, avec votre famille, tout ça. Il y a plein de petites choses qui vont réussir à reproduire votre capacité à venir même produire. Et aujourd'hui, ces choses-là, dans un système capitaliste, on ne les valorise pas. Donc, si on se disait que ces choses, maintenant, doivent être valorisées, là, on se retrouve, est-ce qu'on appelle ça de l'emploi? Alors, bon, des personnes comme Dominique Méda, et je pense qu'elle a raison, là, il faudrait, au lieu de parler du plein emploi, plutôt de la pleine activité, de se dire que là, en fait, on a un travail où une partie va être peut-être salariée, une autre partie sera cette espèce d'activité de subsistance, et il y aura d'autres activités qui seront aussi considérées comme du travail. Et là, c'est là que c'est important, parce que ça fait une petite différence, où aujourd'hui, il y a énormément d'emplois qui sont subis. Donc la relation au travail, c'est aussi une relation importante, soit une relation d'autonome, on a la chance, on choisit son travail. Moi, je suis payé pour écrire des livres, donc je suis assez content. Soit on a un travail subi, où on n'a pas pu choisir où travailler, comment travailler, dans quel secteur travailler, à quelle heure travailler. Et donc là, ici, si par exemple, exemple un petit peu idyllique, mais on se retrouve dans toutes les villes de France avec des jardins partagés dans chaque quartier. Des jardins partagés où, qu'est-ce qu'on voit dans les études empiriques sur les jardins partagés dans les villes? Et quand on donne aux gens la capacité d'avoir un accès à la terre, et ces gens l'utilisent. Ils s'auto-organisent, ils se font leur petit commun, leur petit potager, ils vont faire leur pique-nique, ils s'amusent, ils font leurs trucs, mais ce sont des activités productives. Donc moi j'aime bien parce que ça vient un petit peu briser cette critique de la décroissance qui disait, oui, la décroissance abandonne les énergies fossiles et les tracteurs, c'est un retour au champ pour tout le monde. Un retour au champ avec la connotation négative du travail de paysan, alors qu'aujourd'hui, si justement on retrouve une certaine mixité de l'activité, où moi, voilà, par exemple, là c'est l'idéal du manifeste communiste, pour ne pas le citer, mais moi je suis prof d'économie et chercheur 3 jours par semaine, mais le jeudi, je prends soin de la crèche autogérée de mon quartier, en rotation avec les autres parents. Le vendredi, je suis au jardin partagé, où je fais un petit peu pousser des trucs pendant quelques heures. Là, je pense que la plupart des gens s'y retrouveraient, même prendraient du plaisir, si on a ces travaux dans un contexte convivial. Et c'est pour ça que les anarchistes parlent de post-travail, parce qu'en fait, c'est plus vraiment du travail, parce que c'est un travail qui n'est plus imposé, mais plutôt choisi. Donc là aussi, moi, c'est la deuxième étape que j'aimerais bien, après avoir fait ce grand calcul, pour voir bien sûr quel est l'ordre de grandeur, parce que déjà sur l'ordre de grandeur, on pourra se rendre compte que, oui, peut-être dès le départ, on va vraiment avoir besoin d'avoir un surcroît de travail, surtout peut-être pendant une certaine transition, où il va falloir déconstruire énormément de choses. Pour déconstruire quelque chose, ça demande énormément de travail. Par exemple, pour déconstruire un aéroport ou débétonner une école, ça aussi, ça va être du travail en plus. Mais après, sur le long terme, on va pouvoir se permettre aussi de lisser et de réduire des choses. Et là, on verra un transfert d'heures de travail vers quelque chose et vers d'une activité à une autre. Et peut-être si on passe d'une heure de travail qui a été subie à une heure de travail qui est choisie d'une certaine manière, et là, on se retrouvera avec un travail qui sera plus agréable. Et donc, ce surcroît d'effort ne sera plus considéré comme quelque chose de négatif. Et dans tous les cas, moi, c'est toujours mon retour à l'économie féministe. Les heures feront toujours 24 heures. Donc, moi, c'est ce que je fais si vous calculez pour la ville de Toulouse, vous prenez le nombre d'habitants, vous prenez les caractéristiques démographiques, vous pouvez calculer un budget de temps. Ça, vous ne pourrez jamais le dépasser, c'est votre budget de temps. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est des scénarios et se dire qu'est-ce qu'on fait si on bouge des heures d'ici et là. Et qu'est-ce qui se passe quand on bouge des heures? Comment est-ce que ça change notre capacité à satisfaire des besoins? Le but, là, pour moi, de la décroissance, c'est d'arriver à aller libérer des heures dans des secteurs aujourd'hui qui sont non seulement très intenses en ressources naturelles, mais qui aussi très peu intenses en bien-être, pour pouvoir mobiliser certaines de ces heures dans d'autres activités qui seraient plus intenses en bien-être, les crèches autogérées, par exemple, et pour libérer une partie des heures, mais on ne sait pas combien, pour la politique, les échecs et la sieste. Non, mais je crois, oui, c'est très bien. Mais je crois quand même que l'économie écoféministe ou féministe revalorise les travaux de subsistance. C'est pas du tout. Il n'y a pas de peur par rapport à ça. Au contraire, c'est l'idée que c'est la confrontation avec la matérialité aussi de la vie et donc la nécessité de travaux de subsistance qui doivent être revalorisés, comme vous le dites. Alors, dernière question, parce que je pense que ça bruisse dans la salle pour vous poser des questions. Vous dites...
la productivité est devenue contre-productivité, nous avons un intérêt manifeste à décroître. Et alors pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il n'y a pas d'adhésion ? Il y a des formules très, très bien que vous dites. Par exemple, initier, c'est Serge Latouche qui parle de pédagogie des catastrophes, et vous proposez une pédagogie des miracles. Bon, c'est bien, je trouve. Mais pourquoi ça coince ? Parce que c'est vrai que dans le livre, c'est évident. L'appel à la raison, au raisonnable, etc., c'est évident. Donc, pourquoi ça coince ? Pourquoi ce n'est pas si évident que ça ? Donc, imaginez, moi, je suis assez jeune, je fais mon doctorat là-dessus. Moi aussi, je découvre ces idées un petit peu au fur et à mesure. Je me dis, bon, ça a du sens, mais quand même, vu que personne n'en a parlé, there's a catch. Tu vois, doit y avoir un truc un peu fumeux à un moment donné. Et je continue et je trouve pas. Et je me dis, bon, moi, au début, j'avais un grand syndrome de l'imposteur. Je me dis, c'est pas possible, j'ai du mal comprendre quelque chose. J'ai du mal comprendre un truc. Parce que c'est pas possible qu'il y ait quand même des générations, des décennies d'économies nobélisées, des grands noms, qui aient tous continué à propager ces idées, cette construction de la désirabilité, de la croissance. C'est pas possible qu'ils soient passés à côté de ça. J'ai dû me tromper. J'ai fait une thèse, j'ai fait un livre, j'ai passé quand même là, au moins depuis 2019, à faire énormément d'événements. J'en ai fait presque 300, où je suis allé me confronter, débattre avec des économistes ou quoi. Et pour l'instant, je n'ai encore croisé personne qui a réussi à démonter la logique de cet argument. Donc là, je commence à prendre un petit peu confiance en moi et de me dire, il y a quelque chose qui va vraiment pas avec les sciences économiques. Là, c'est-à-dire qu'on a la science économique, dans les dernières décennies, en évacuant l'interdisciplinarité, en évacuant le pluralisme, a construit un espèce de monde très simplifié, un petit peu comme un jeu vidéo à la GTA, ou un espèce de monde modélisable, simplifié et irréaliste, et a oublié, en fait, que ce n'était pas la réalité, et a complètement perdu la capacité de regarder l'économie d'une autre manière. Et là, je vais citer vraiment ma lettre d'économiste, je l'ai encadrée dans mon bureau. C'était à l'époque de la crise financière de 2008, où la reine d'Angleterre, à l'époque, elle était vénère. Elle fait, les gars, on est censé avoir les meilleurs économistes du monde, donc elle envoie sa petite lettre à la London School of Economics, elle leur demande, avec une seule question, fait, j'aimerais que vous me disiez pourquoi vous ne l'avez pas vu venir. Donc les mecs, ils sont en PLS, ils ne savent pas trop quoi faire, ils réunissent les meilleurs économistes de toute la nation, et ils envoient une lettre d'une page à la reine en réponse. Et leur raison, c'était, oui, bon, il semblerait que les sciences économiques aient vécu une crise de l'imagination collective. Et c'est exactement ça. C'est la réponse la plus honnête possible. En fait, les sciences économiques ont perdu la capacité, non seulement d'analyser le réel quand on parle d'écologie ou de non monétaire, et encore pire, la capacité de penser l'alternatif. Donc, aujourd'hui, je pense que si on se retrouve dans une situation où, dès qu'on parle de décroissance, c'est balayé de la main, sans trop de raison, c'est vraiment... Il y a un aspect dogmatique. Un aspect dogmatique, moi, qui me dérange, parce que, en tant que scientifique, bon, peu importe le concept, si on veut défendre la croissance verte, la décroissance, on s'en fiche. Si vous avez un argument, c'est la meilleure théorie qui gagne, et on avance comme ça. Mais il y avait une espèce d'imperméabilité à ces arguments où ils n'ont jamais même été considérés pour être falsifiés ou quoi. Et vous pouvez voir ça, j'ai fait une étude où pendant la pandémie, j'avais analysé les 300 articles qui s'étaient publiés l'année de la pandémie sur la décroissance en anglais en ligne dans les médias. Il y en avait à peu près 50% qui étaient contre et 50% pour. Et j'ai comparé la structure de ces arguments. Et donc on se rend compte que l'article pour la décroissance est entre 5 à 8 fois plus long que l'article contre la décroissance. Et ce que j'ai remarqué, ce qui est encore plus fascinant, c'est les articles pour la décroissance. Historiquement, ils ont beaucoup évolué parce que le concept de décroissance, il date de 2002.
il s'est beaucoup étoffé parce que c'est devenu un domaine d'études. Donc les arguments aujourd'hui sur la décroissance, ça vient mobiliser des trucs du GIEC, plein d'études dans plein de pays. Ils sont beaucoup plus complexes que la rhétorique de Paul Ariès, de Serge Latouche du début des années 2000. Alors que si vous prenez l'article type dans Le Point qui vient critiquer la décroissance et que vous prenez un article de 2002, un article de 2012 et un article de 2022, vous enlevez la date, impossible de savoir de quand date l'article. Ce sont exactement les mêmes. Et même d'ailleurs, j'ai même fait le test avec mes collègues, si vous prenez un article qui critique le développement durable dans les années 90 et que vous enlevez le mot développement durable, vous le floutez, ça correspond exactement aux mêmes critiques de la décroissance au 2000. Donc on voit vraiment qu'il y a un refus de participer au débat. On appelle ça des amiches, on appelle ça le retour à la lampe à huile, on appelle ça de la naïveté, on dit que ça ne marche pas, mais aucun chiffre, aucune référence, aucun engagement avec les livres, aucun engagement avec la littérature scientifique, le refus de participer. Donc, ça n'a pas été en fait une bataille scientifique comme on les a d'habitude, où on essaie d'aller chercher les chiffres, on essaie de construire des arguments, de déconstruire des choses de manière modulaire pour avancer. Pour l'instant, ça a été une protection covidienne des économistes qui ont mis leur masque et qui refusaient d'interagir de quelconque manière avec ces économistes écologiques. Aujourd'hui, ils se retrouvent un petit peu dans la panade parce que ça devient très difficile de ne pas interagir. Je vous donne juste un petit exemple ultra croustillant. J'ai fait l'ouverture de la conférence de l'ESSEC, vous savez, c'est une école de commerce. Ils m'ont invité pour un panel sur la décroissance, OK, avec tous les étudiants. Et donc, ils ont invité leur professeur d'économie, qui j'imagine était le plus à même de parler de ces choses-là, qui arrive et dit tout de suite, bon, moi, je vous préviens, je ne suis pas un économiste écologique, d'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est, mais technologie, prix sur le carbone, technologie, prix sur le carbone. Et donc, la personne, aussi dans sa présentation, a réussi en 2 phrases à montrer qu'il ne savait pas ce que c'était que la décroissance. Mais c'est-à-dire que, vraiment, ne pas savoir, genre, oh oui, je ne sais pas trop comment la définir, ne pas savoir, genre, j'ai même pas lu la page Wikipédia du concept. Donc pour lui, la décroissance, c'était un synonyme de réduction. Il fait, oh, la décroissance, on l'a eu avec le protocole de Montréal dans les années 80, parce que ça fait réduire un truc. Et donc là, on voit vraiment cette personne qui est la plus qualifiée de l'ESSEC, qui est l'une des plus grandes écoles de commerce en France, qui est professeur d'économie, qui a été invitée pour débattre d'un truc, n'a même pas pris le temps de lire la page Wikipédia du concept, ni même un article, ni même un livre, ni même quoi que ce soit. Donc là, c'est le manque de respect le plus total vis-à-vis d'une chose, de dire, la décroissance, on s'en fout, on n'a même pas besoin de savoir ce que c'est. C'est une sorte d'astrologie un petit peu pourrie. Moi, je vais vous montrer, regardez mon modèle, on met un prix sur le carbone, on le fait monter, le changement climatique disparaît. Donc moi en tant que scientifique, je tombe de ma chaise. Je tombe complètement de ma chaise, mais ces personnes-là, en fait, sont de moins en moins crédibles. Non seulement de par leur inefficacité à vraiment résoudre les problématiques écologiques, de la même manière que les économistes, juste après la crise de 2008, qui avant se pavanaient, les macroéconomistes qui avaient quand même annoncé, au début des années 2000, qu'ils avaient résolu le problème des crises économiques. Le mec humble. Parce que non, c'est bon, là, en fait, on a craqué le truc, il n'y aura plus jamais de crise parce qu'on a compris comment ça marchait. Et ils l'ont annoncé. Crise de 2008, en fait, on avait tort. Donc là, on se rend compte avec les limites de la croissance verte et la crise énergétique, climatique, les rebondissements comme ça, que pareil, les économies néoclassiques changent un petit peu leur veste. Dire, ça, en fait, on s'est trompé, on avait tort. Mais là, avec les nouveaux modèles, on va pouvoir... Donc, ce qui va être très important aujourd'hui, et moi, c'est pour ça que je voulais publier un livre d'économie qui venait d'un économiste, c'est de se dire, les gars, vous n'allez pas faire ce que vous avez fait pendant 10 ans, de dire, oh, Timothée, lui, c'est un sociologue suédois, ou c'est un historien des idées, ou c'est un punk à chien. Non, c'est un livre d'économie qui mobilise des concepts, des théories économiques, des données économiques, publiées à partir d'une thèse d'économie, donc il va falloir le discuter. Et si vous ne pouvez pas prouver que c'est faux, la règle de la science, la falsification prévaut, c'est-à-dire que c'est vrai. Moi, j'ai montré, et c'était déjà le point de mon rapport extrêmement arrogant de 2019 sur le découplage, voici 7 raisons. J'avais montré, et c'est le chapitre 2, 5 raisons pour lesquelles je pense que le découplage qu'on a aujourd'hui est beaucoup moins... C'est ça. 5 raisons pour expliquer ce qu'on méprend pour être du découplage aujourd'hui ne l'est pas, et 5 raisons pour expliquer qu'à l'avenir, nous n'allons pas avoir ce grand découplage que les gens attendent.
moi, je suis ouvert au débat. Hein. Si vous vous montrez que ces 10 points, j'ai tort, je change d'avis. Hein. J'ai pas investi dans j'ai pas investi dans la décroissance. Hein. Mais le fait que ça n'arrive pas, moi, ça me montre qu'il y a quand même une certaine mauvaise foi aujourd'hui autour de ces débats. Bon, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont surgir de la salle. Bonjour et merci pour votre présentation. Je voulais savoir à quelle échelle on peut et on doit mettre en place une économie de décroissance. Moi, je me spécialise sur les pays à haut revenu. Déjà, quand on regarde avec le cadre de l'économie écologique, on peut faire la différence entre les pays qui sont en dépassement écologique et les pays qui ne sont pas en dépassement écologique. Donc déjà, ça restreint. Pays à haut revenu, en dépassement écologique, on va devoir organiser une décroissance pour libérer des ressources, par exemple, pour être utilisées dans les pays du Sud. Là, c'est un petit peu c'est comme ça que ça a émergé au début des années 2000, hein, la décroissance comme stratégie de justice globale plus différenciée que le développement durable. Donc là, premier zoom sur les pays déjà qui sont en dépassement. Après, à cette échelle, il faut regarder où sont les impacts. Donc, on regarde pour toutes les pressions environnementales qu'on a, si on a un dépassement au niveau de, je ne sais pas, notre impact sur la biodiversité, ou nos émissions carbone, ou notre empreinte matière, on va regarder, elle est où cette empreinte ? Elle va être dans certains secteurs, elle va être associée à certaines consommations, et donc il va falloir organiser, parfois ça peut être une logique sectorielle, parfois ça va être des plans nationaux de sobriété, si on parle de réduction de la demande énergétique. Parfois, ça va demander aussi des coopérations régionales à l'échelle de l'Union européenne, par exemple, parce qu'un pays comme la France est quand même limité dans sa capacité à transformer son économie par certains traités européens. Pareil aussi, des ramifications internationales au niveau des Nations Unies, quand on parle de trajectoire de carbone, du GIEC, des COP, tout ça, ça se discute aussi à ce niveau-là. Les comparaisons internationales, par exemple, avec le PIB, donc là aussi, c'est des choses qui se discutent à différentes échelles. Donc, en fait, à tous les niveaux, il y a des choses à mettre en place. Mais moi, le point que j'aimerais faire ici, c'est que la décroissance, c'est pas... Il n'y a jamais un bouton production dans votre économie où vous pouvez faire on produit plus ou on produit moins. En fait, de la même manière que la croissance, on ne décide pas de l'avoir. C'est-à-dire qu'on décide plein de trucs, faire plus de publicité, de couper une taxe ici, une subvention là, d'essayer de faire ci, d'essayer de faire ça. Et on espère après, on mesure après coup que on a de la croissance. Là, en fait, c'est la même chose. On va privilégier les coopératives, l'économie sociale et solidaire. On va revaloriser les salaires des employés dans des secteurs à forte empreinte bien-être. On va venir pénaliser justement les productions et les profits dans des secteurs à haute intensité écologique. On va inciter des comportements de simplicité volontaire à l'échelle des individus. On va changer des indicateurs à l'échelle de la gouvernance publique. On fait tout ça et on espère, donc des politiques de décroissance, on pourrait dire en miroir aux politiques de croissance, qu'à la fin d'une certaine période, on aura réussi à faire ce régime et qu'on va voir donc, que les volumes de production et de consommation se sont réduits et que proportionnellement, ils se seront réduits pour alléger l'empreinte écologique. Merci. J'avais une question parce que par rapport au temps libéré qui nous permettrait d'avoir une dizaine d'heures, imaginons par rapport aux 35 heures, que les individus pourraient utiliser de manière écologique. Voilà. Qu'est-ce qui nous promet cette manière d'utiliser ces heures et pas de continuer à consommer ou comment vous pouvez... Ouais. Voilà quoi. Chasse à l'effet rebond. Donc là, ça peut être un effet rebond de la même manière que si votre boulanger travaille à moitié moins et se dit trop bien, moi je vais aller faire du surf, je sais pas, à l'autre bout du monde. Là, ça va être un problème. Alors que si vous avez, je sais pas, un pilote de ligne qui travaille moitié moins et qui décide d'aller faire de la randonnée dans les volcans d'Auvergne, là, on voit qu'il y a des changements qui sont différentiels. Donc, le but, en fait, ça va être de faire en sorte que les personnes qui travaillent dans les secteurs les plus intenses écologiquement aient les réductions de temps de travail les plus importantes, parce qu'on l'a vu dans les secteurs du soin, dans les secteurs de la réparation écologique, dans les métiers de la transition, là on va avoir un surcroît d'heures de travail, et d'accompagner les comportements de consommation avec plein d'autres politiques de décroissance
dont par exemple l'interdiction de la publicité, pour supprimer en fait ces incitations à consommer et essayer en fait de créer une culture de la sobriété heureuse à la Pierre Rabhi. Et là, bon, ça connecte assez bien quand même avec des choses qu'on voit dans les sciences sociales sur des personnes. Moi, je vais citer Kate Soper, qui est une philosophe britannique que j'aime beaucoup, qui a forgé le concept d'hédonisme alternatif. Elle parle pas de elle parle pas du concept de décroissance, elle parle de post-croissance après, mais elle parle en fait des études qui montrent que le matérialisme à outrance, le consumérisme ne nous rend pas heureux, et donc que si on arrivait à avoir 10 heures par exemple de plus par semaine, et de s'acheter d'aller faire 2 fois plus de shopping ou de trucs comme ça, ça allait pas nous rendre heureux, et que la plupart des gens en fait ils préféraient utiliser ce temps pour chiller avec leurs amis, passer plus de temps avec leurs enfants, s'éduquer, discuter de politique, des choses qui, quand on regarde sur l'intensité écologique, sont des occupations à très faible intensité écologique. Moi, c'est pour ça que je parle de la sieste, parce que moi, la sieste, c'est vraiment l'aspect symbolique favori. C'est-à-dire, la sieste, c'est quand même quelque chose qui est source de bien-être et qui ne consomme à peu près rien. Alors, ce petit moment de suspension, donc c'est un bon symbole pour se dire que voilà, au lieu de l'heure si on arrivait à libérer 20 minutes par jour, est-ce qu'on aurait plus de bien-être à se dire oui, on va pouvoir avoir une culture de la sieste où dans tous les endroits publics et dans tous les lieux de travail, on a des salles de sieste, des petits endroits où on peut faire la sieste, des hamacs un petit peu partout dans tous les parcs, mon rêve, ou se dire que dès qu'on libère 20 minutes, on va pouvoir regarder un épisode de Netflix en 8G. Donc là aussi, il y a une véritable nouvelle culture d'hédonisme alternatif, de sobriété heureuse, de simplicité volontaire à inventer, qui, je pense, et c'est là qu'on revient sur le raisonnable, qui, je pense, constituerait un progrès économique dans le sens où ce sont des activités qui nous permettraient de mieux nous contenter. Je cite une dernière étude que j'aime beaucoup d'une infirmière australienne qui, pendant des décennies, travaillait avec des personnes en fin de vie, et leur poser toujours les mêmes questions. Voilà, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait dans votre vie ? Elle a fini par écrire un livre sur toutes ces enquêtes. Et elle se rendait compte que peu importe la classe, peu importe le genre, peu importe les origines, les gens disaient toujours « oui, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mes enfants, je regrette de ne pas avoir pris le temps de faire plus de peinture ou d'apprendre la guitare ». Personne n'a jamais dit vraiment sur son lit de mort « moi, je regrette vraiment de ne pas avoir bûché pour augmenter mon pouvoir d'achat quand j'avais 30 ans et vraiment booster le PIB ». Donc si on en croit ce que nous disent les sciences sociales sur les choses qui nous rendent heureux, il va falloir adapter notre économie justement pour qu'elle soit aiguillée, orientée autour de la poursuite de ces choses-là et non plus autour du tout monétaire, des choses qui sont, dans un pays comme la France, décorrélées au bien-être. Oui, mais ce n'est pas peut-être seulement les sciences sociales, c'est aussi des mouvements sociaux aujourd'hui qui sont orientés sur la décroissance, qui déjà, à certaines échelles, la mettent en pratique. Ce n'est pas simplement un débat entre économistes, même si ce débat-là est très important. Mais aujourd'hui, très concrètement, il y a des expériences, aussi bien dans l'agriculture que dans l'artisanat, la petite industrie, disons. Il y a des expériences qui non seulement ralentissent, bifurquent, etc., et qui sont des expériences assez joyeuses. Donc il y a ça aussi moi personnellement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir réellement un passage, une transition, je sais pas, vers la décroissance, s'il n'y a pas un mouvement social qui l'accompagne. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous n'avez pas complètement répondu. C'est pas si simple que ça, parce qu'on voit les conflits qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les arguments sont rationnels qu'ils sont raisonnables. Et ils sont rationnels, ils sont raisonnables, que c'est pas simplement une affaire de raison. La passion du gain, la passion de l'accumulation, la passion de l'intérêt personnel, c'est pas de l'ordre du rationnel ni du raisonnable. Et il y a des conflits d'usage aujourd'hui, des conflits sociaux extrêmement importants sur l'eau, sur toutes ces nécessités dont nous vivons, justement, qui prouvent que c'est évident, mais cette évidence-là ne résout pas le problème. Voilà. Je ne sais pas comment le dire. Moi, quand je vois des constats comme ça me rend un peu éco-anxieuse. Enfin, en fait, j'ai du mal à me dire est-ce possible ? Donc voilà ma question.
et à quoi ça tient aussi. Et je trouve ce côté de rationnel très intéressant, de se dire on sait en fait que ça ne va pas, ce qui se passe. Et peut-être tous et toutes ici on fait des choses pour faire en sorte que ça aille mieux, mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut y arriver? Désolée si c'est défaitiste. Non, mais pas du tout. Moi, j'ai justement, et c'était ce que vous aviez dit sur la pédagogie des miracles et une approche vraiment existentialiste, de dire que tout ce qui a été socialement construit peut être déconstruit, et vraiment d'avoir beaucoup parlé aux historiens, des gens qui font de l'histoire économique, par exemple sur la construction de la rhétorique de la croissance, des outils de la comptabilité nationale, on se rend compte que c'est des trucs vraiment presque aléatoires. Enfin, si vous lisez des livres sur, vous avez entendu parler des 2% d'inflation. Pourquoi 2% et pas 3, pas 1? Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, voilà, il y avait 2-3 personnes, des mecs, qui ont pris une décision à peu près au doigt mouillé en fonction des meilleures théories disponibles du truc et qui ont entériné ça dans une loi, et que maintenant on a l'impression que c'est une véritable loi économique. Donc moi, ça me donne de l'espoir de me dire que l'économie, c'est un petit peu comme les Lego. Voilà, on peut les enlever, on peut reconstruire, on peut garder les choses qu'on a réussi à construire, qu'on aime bien. On n'a pas à choisir entre le passé, le Moyen-Âge et aujourd'hui. On peut juste déconstruire, avoir un sens du discernement et de se dire, bon voilà, nous on va garder ça, le modèle de l'État-providence, voilà, la capacité à avoir une gratuité socialisée de l'éducation, des choses, ça on le garde, mais on va arriver aussi à changer d'autres choses, par exemple, je sais pas, le contrôle des prix de l'immobilier pour faire en sorte de faire sortir le spéculatif d'un bien absolument essentiel qui ne devrait pas répondre à la logique du marché, donc créer des communs de l'habitat, comme on a déjà dans des pays du monde, comme dans la ville de Vienne. Et c'est ça, moi, qui me donne de l'espoir, et c'est d'ailleurs un projet de deuxième livre que j'ai commencé. J'ai fait une liste de 1000 initiatives réelles, ce qu'on peut appeler des utopies concrètes, hein. En anglais, ils disent des nowtopias, donc les utopias de maintenant, qui existent, plein de petites initiatives dans plein de pays différents, en fait, qui existent déjà, qui fonctionnent, certaines très anciennes, et que si on arrive à imaginer de les tisser ensemble, un petit peu comme on a un pull, eh ben, on arrive à faire système. Et moi, c'est comme ça que je combats l'éco-anxiété, c'est que je me dis qu'on peut avoir cette vision d'une économie alternative, et que techniquement, alors là c'est très facile à dire, hein, quand on fait de la théorie, moi je reste dans mon bureau à l'université, je ferme les yeux, je fais des petites expériences de pensée, c'est facile à dire qu'en théorie, en fait, c'est possible. Après, c'est sûr qu'il y a des conflits, il y a des blocages psychologiques, sociologiques, et donc il va falloir mieux les comprendre, mais au moins, on peut évacuer cette espèce de blocage qu'on avait depuis longtemps, de se dire que le système qu'on a aujourd'hui est le meilleur système possible. Nous vivons dans le meilleur des mondes, la fin de l'histoire, il n'y a pas d'alternative, et nous ne pouvons pas inventer un autre système économique, parce que l'économie, c'est un petit peu comme une tour Jenga. Si vous enlevez un truc, si vous mettez un salaire maximum, ça va s'effondrer, et on va tous mourir. En fait, cette vision un petit peu naïve des économistes, comme ça, de dire « faut pas toucher l'économie, il faut laisser les marchés faire », on se rend compte que non. Il n'y a rien, en fait, qui nous empêche de modifier quoi que ce soit dans l'économie. D'ailleurs, nous modifions tous les jours des choses dans l'économie. Enfin, pas nous, la plupart du temps, les entreprises, les grandes entreprises, les personnes qui ont vraiment un pouvoir de décision, ou les personnes qui ont énormément d'épargne, qui peuvent se permettre d'investir dans une chose ou une autre, façonnent, bougent des Legos tous les jours dans l'économie. Donc quand on comprend que l'économie est cette espèce de créature qui bouge tout le temps et qui se fait construire et déconstruire, je me dis, quitte à faire ça, autant se poser la question, quelle économie veut-on construire et quelle économie doit-on déconstruire pour pouvoir la construire? Est-ce que politiquement, moi quand je vois la présidentielle, ces choses comme ça, c'est ça qui ne me donne pas trop d'espoir aussi. Ouais. Ça veut dire que le changement passe. Alors je vais dire deux choses. Déjà, je recommande un livre, un roman, Paresse pour tous, d'Adrien Klent, qui m'a redonné beaucoup d'énergie vers la fin de l'écriture du livre, où c'est un roman d'anticipation sur les présidentielles, où justement la présidentielle est gagnée par un économiste un petit peu modelé après Thomas Piketty, qui a écrit un livre, Paresse au XXIe siècle, avec un programme autour de la décroissance. Donc ça m'avait donné beaucoup d'espoir. Après, j'ai lu un autre livre, 800 jours au ministère de l'impossible, qui a été écrit par quelqu'un qui a travaillé au ministère de l'écologie, donc pendant 800 jours. Et là, ça m'a complètement déprimé, parce que cette personne expliquait que même si j'étais maintenant élu président de la République et qu'on avait vraiment le gouvernement idéal, un petit peu comme dans Paresse pour tous, la mécanique même de la manière dont on organise les changements législatifs et tout ne permettrait pas
viendrait diluer toute radicalité du changement. Donc oui, là, il y a une véritable question sur notre modèle démocratique, sur aussi la localisation de la démocratie. De dire la démocratie, c'est pas tous les X nombre d'années quand on va voter pour quelque chose. Si toutes les entreprises de France étaient des coopératives, façon SKIC, avec des conseils d'administration à multi-parties prenantes, on créerait un nouveau domaine démocratique, une démocratie économique, pour prendre ces décisions. Et donc là, avant de pouvoir faire cette grande redirection de l'économie, il va falloir muscler notre démocratie, créer plein de forums. Ça peut être des budgets participatifs dans les villes pour pouvoir prendre une décision comme l'avait pris Grenoble en 2015, de supprimer toute la publicité en espace public. Pour pouvoir faire ça, si bien sûr vous avez que le lobby de la publicité, le mec de Chanel qui vient chez vous et qui vous regarde, vous êtes sûr ? Non, vous êtes sûr ? Alors que si vous avez quelque chose de bien organisé avec une convention citoyenne locale où on peut discuter, où on vient mobiliser aussi des chercheurs qui travaillent sur les impacts psychologiques de la publicité, où on vient comparer un petit peu, où on a des économistes qui disent un petit peu des modes alternatifs de financement pour compenser la perte de revenus de ces recettes publicitaires, là on peut prendre une véritable décision comme on l'avait fait pour la convention citoyenne pour le climat, qui n'avait été pas passé sans filtre. Mais moi, j'avais pris ça vraiment comme un beau programme de décroissance, si on l'avait appliqué. Donc, muscler notre démocratie. Réponse extrêmement vague. Désolé. Vous avez commencé à répondre à la question en citant l'aéroport d'Amsterdam, aussi le modèle coopératif. Mais imaginons qu'on arrive à convaincre les dirigeants d'une grande entreprise comme Chanel, par exemple, que vous venez de citer, du bien fondé de la décroissance et de la nécessité de la décroissance. Qu'est-ce qu'une entreprise à son échelle qui est but lucratif et qui évolue dans un modèle capitaliste, qu'est-ce qu'elle peut faire pour participer à cette transformation ? C'est très bien parce que j'ai rendez-vous chez Chanel dans 2 semaines. C'est pas une blague. J'ai entre Air France et je sais plus ce que j'ai cette semaine-là, aussi 2-3 autres grandes entreprises qui en ce moment veulent entendre parler de décroissance. Ils insistent vraiment beaucoup pour que je vienne leur faire un séminaire, leur expliquer que la décroissance. Et donc, eux, ils me posent cette question. Donc moi, je dois les regarder dans le blanc des yeux et dire, pour une entreprise, par exemple, comme Air France, ça commence par admettre, pour vous, votre responsabilité, ça va être de vous auto-démanteler, d'une certaine manière. Ça va être de réduire une grosse partie de votre activité. Il va y avoir un petit aspect de redirection écologique, bien sûr, mais il va y avoir beaucoup d'auto-démantèlement. Et il va y avoir aussi un certain effort de réparation écologique. Donc là, c'est encore plus difficile de dire, non seulement il va falloir fermer une grande partie de vos activités, tout de suite, vous oubliez les investissements, les retours positifs que vous attendiez, mais il va falloir mobiliser une grande partie de vos profits historiques pour faire de la réparation écologique, pour compenser en fait des décennies d'activités anti-économiques qui généraient donc beaucoup plus de coûts écologiques, des coûts cachés. Donc ça, c'est vrai que quand on leur explique ça, la double responsabilité non seulement de fermeture et de dette climatique, c'est difficile à entendre parce que eux, moi j'y vais donc là j'en ai fait une petite dizaine d'entreprises et je dis les choses telles que je les explique dans mon livre, je leur dilue pas le truc. Et eux, il y a toujours des petites résistances, mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc de triple bottom line où on peut investir dans des choses qui vont être lucratives mais qui vont faire de la réparation et tout. Donc ça c'est le paradigme vraiment de la croissance verte, et je leur dis alors ça, va y avoir quelques possibilités de le faire, mais si vous êtes Air France, typiquement, là, les gars, vous avez rien. En fait, non. Là, vous, en fait, il va falloir investir dans des choses qui vont se traduire par énormément de valeur écologique, donc le coût social du carbone que vous n'allez pas émettre, par exemple. Ça va être énorme, mais pour vous, ça va être une destruction nette de valeur financière. Et ça aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a énormément de fonds d'investissement qui me contactent pour me demander qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans la décroissance. Et donc, je leur donne la même question. Je leur dis, investir dans la décroissance, ça veut dire mobiliser une valeur financière aujourd'hui et la détruire. Ça veut dire quoi la détruire ? Je leur dis investir, pour vraiment utiliser les mots du moment. C'est-à-dire que mobiliser de l'argent qui a été généré, on l'a vu historiquement, en coupant des arbres, à travers des processus anti-économiques, remobiliser cet argent pour faire de la reconstruction écologique, mais vu que les arbres ne rendront jamais l'argent, il n'y aura jamais de retour positif. Donc c'est accepter, en fait, qu'une partie de cet investissement va être une transformation d'une valeur financière en valeur sociale et écologique, qui va ensuite vivre
en valeur sociale et écologique dans des milieux non monétaires, non marchandisés, où l'argent ne reviendra jamais. Et ça, pour la plupart des fonds d'investissement, c'est difficile à entendre. Il y en a quelques-uns qui acceptent, mais alors là, il faut faire très attention parce que souvent, ils disent « bah oui, c'est de la philanthropie ». Alors, Du greenwashing. c'est ça, si vous faites ça un petit peu sur, je ne sais pas, 2% de vos investissements et vous dites « ok, là c'est bon, on accepte de ne pas avoir de retour et on bousille la planète avec 98% de notre portfolio, on fait ça sur 2%, là c'est du greenwashing. Si vous avez des mouvements qui sont plus radicaux comme ce qu'a fait Yves Chouinard avec Patagonia, là c'est plus du greenwashing, c'est vraiment une véritable prise de conscience. Alors bien sûr, la limite du modèle, c'est qu'il aurait fallu le faire dès le départ. C'est-à-dire, voilà, je crée Patagonia, c'est une SCIC, une coopérative à lucrativité limitée, où personne ne pourra jamais individuellement s'enrichir. Et donc, chaque argent, s'il y a profit, sera investi dans la reconstruction écologique. Si la raison d'être de l'entreprise est de maximiser la soutenabilité, de temps en temps, et ben, quand on va décider en conseil multipartie prenante, on va se dire, bah là, est-ce qu'on sort un nouveau KOE cette année ? Et là, on va se rendre compte, ah ben non, cette année, on ne va pas faire de nouveau KOE, parce que là, ça va être anti-économique. Donc, on aurait pris des décisions de fermeture qui n'ont pas été prises parce que Patagonia cherchait quand même constamment à sortir des nouveaux produits parce qu'elle était quand même dans le game d'une entreprise à but lucratif. Peut-être expliquer Patagonia, ce qu'ils viennent de décider. Je sais pas si tout le monde... Oui, donc Patagonia, c'est cette marque, vous savez, de sport extrême, de trucs de montagne. Yves Chouinard qui l'avait créé, qui est maintenant très vieux, et qui a décidé de léguer en fait la propriété... le capital de Patagonia à une fondation, donc une fondation qui sera dédiée à utiliser cet argent pour faire de la réparation écologique. Donc ça, c'est un petit peu ça sur l'histoire de Patagonia. Oui, c'est moi qui ai le micro. Donc, en fait, ça rejoignait un peu la question qui vous a été posée, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup parlé des individus, des consommateurs, de l'État. Mais effectivement, moi, il me manquait un peu le volet entreprise, PME, privé. Et comment aller expliquer, effectivement, à des chefs d'entreprise de stopper l'ouverture d'un deuxième restaurant, d'arrêter de croître à un moment donné. Comment atteindre ce niveau de suffisance ? Oui, mais... Moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est imaginez si tous les clients de votre entreprise, c'était vos potes. Et là, quand on se met dans c'est une expérience de pensée un peu bête, hein, mais ça nous met en fait dans un mode de pensée, les interactions en relation familiale, où en fait l'aspect financier est toujours mis second après l'aspect social. Donc, quand on prête de l'argent à un ami, on ne va pas se dire essayer de maximiser le retour sur investissement. Non, on va faire en fonction des besoins concrets. Et donc là, si on se mettait dans ce mode de pensée où en fait, on est sous contrainte sociale et on fait varier la variable financière en fonction de on s'arrange comme on peut. Et bien là, on se rend compte qu'on prendrait d'autres décisions, de se dire, franchement, moi, là, je suis content avec mon café, ça marche bien, on arrive à satisfaire notre raison d'être, les gens sont contents, j'ai pas envie d'en ouvrir un nouveau parce que ça me ferait travailler plus et je pourrais moins faire la sieste. Donc, je n'ai pas forcément intérêt à augmenter l'échelle de mon entreprise si les seules économies d'échelle que je vais avoir, c'est de la valeur financière. Donc là, c'est un inversement du paradigme, parce qu'aujourd'hui, on a une économie sous contrainte financière où on fait varier le social et l'écologique en fonction des euros, alors qu'on devrait faire le contraire, une économie sous contrainte écologique et sociale où on fait varier les euros, un petit peu comme on l'a fait pendant la pandémie. On fait tout ce qu'il faut faire pour la santé, et ensuite, traité de Maastricht, dette publique, on s'arrange. Là, pour le changement climatique, c'est un petit peu la même chose. Et moi, je pense que cette façon de penser, elle est beaucoup plus instinctive parce que et là, je fais référence à un anthropologue que j'adore, britannique, David Graeber, qui a écrit un livre magnifique sur l'histoire de la dette. Et moi, ça m'a marqué, je ne sais plus, ce chapitre où il nous raconte un petit peu qu'on est tous... Notre première expérience de l'économie, c'est une expérience d'un mode d'allocation par le don. Bien sûr, parce que quand vous êtes enfant, vos parents prennent soin de vous. Pareil, vous grandissez dans une famille où il n'y a pas d'échange monétaire, où les choses se font avec soit des logiques de don, soit des logiques de réciprocité. Et donc, moi, j'ai l'impression de se dire pourquoi à l'échelle microéconomique, on a
voilà, cette coopération, ce sens de la convivialité, du partage, la primauté du don et de la réciprocité sur l'échange marchand, froid et calculateur, mais à l'échelle macroéconomique, où dès qu'on vend un truc à quelqu'un qu'on ne connaît pas, balèque. Là, c'est bon, ça s'inverse complètement. Alors, ça paraît extrêmement naïf ici, mais le fait de voir qu'aujourd'hui, quand vous allez dans votre petite coopérative, la petite skik du coin, qui fonctionne à peu près avec ce paradigme-là, eh ben, je pense que c'est des arguments qui peuvent être entendus par des grandes entreprises. Après, moi, quand je suis invité par les grandes entreprises, je m'attendais vraiment à me faire rouler dessus. J'y suis allé, je me suis dit, bon, je vais faire mon petit speech et on verra. Et je m'attendais à... Moi, j'avais très peur de Milton Friedman quand j'étais jeune. Milton Friedman, qui est un économiste américain, qui, je pense, l'économiste le communicateur le plus efficace, qui avait vraiment développé une défense du capitalisme qui était imparable. Le mec, il détruisait n'importe qui en public. Et donc, moi, je me suis dit, je vais aller dans ces entreprises et je vais avoir les gens d'Air France, les gens d'Orange et tous les économistes du ministère de l'économie qui vont me faire du Milton Friedman et qui vont vraiment défendre le capitalisme et m'expliquer en quoi la lucrativité est une force civilisationnelle, quoi, nous pousse tous vers le haut. Mais en fait, plus personne ne fait ça. Plus personne ne le fait. Les gens, ils sont, mais non, nous, on est d'accord, on aimerait bien une skik. Mais les actionnaires, ils ne voudront pas, et donc on ne peut pas le faire. Et puis, en même temps, si on le faisait, on s'enrichirait moins, et je ne vais pas vous mentir, moi, j'aime bien m'enrichir. Enfin bon, on va pas faire... Donc là, en fait, on se retrouve encore capitaliste malgré nous. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que ces personnes qui sont même aux commandes de ces grandes entreprises, eh ben, sont en accord au niveau des principes, et après ont des espèces de faux obstacles du genre « Oui, mais bon, moi j'ai peur de faire ça, parce que qu'est-ce que mes collègues vont penser si je commence à parler de ça ?» Et on va parler aux collègues, ils disent la même chose. « Oui, alors moi j'aime bien la décroissance, mais je le dis pas trop, parce que j'ai peur que ce que mon boss me dise. » Des espèces de blocages qui montrent en fait que on a énormément de blocages qui sont dus à un manque de réflexivité organisationnelle. Donc on n'a pas les forums démocratiques où on peut se permettre d'avoir ces espèces de discussions et de se rendre compte que peut-être qu'on serait tous plus heureux avec des entreprises démocratiques, façon skik, avec des espèces de garde-fous contre la poursuite des profits. Moi j'ai une question. Est-ce que le capitalisme peut décider de s'autodétruire tout seul? Alors, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que nous détruisons déjà le capitalisme tous les jours. Quand on organise, par exemple, la gratuité, un système de santé universel en France, c'est une destruction, c'est-à-dire une opposition, une protection de dire les organes en France, c'est pas des marchandises, pas de rationnement par les prix. Non, c'est trop important, rationnement politique par les besoins, pour le bien-être, avec des règles éthiques. On ne marchandise pas. Donc, moi, je ne crois pas trop en la philanthropie des capitalistes et d'attendre qu'ils se réveillent. S'ils avaient dû se réveiller, ils l'auraient déjà fait. Donc quand on voit les choix pris par les entreprises d'énergie fossile, qui étaient les premières au courant du changement climatique, je ne vais pas aller leur parler de décroissance et attendre que Total m'envoie un texto un soir et faire « Ok, Timothée, d'accord ». Je pense qu'il va falloir, de manière active, là par exemple pour les entreprises énergétiques, les nationaliser et prendre ces décisions à leur place, donc la décision de ne pas extraire les barils de pétrole qui permettrait qui nous ferait dépasser en fait un réchauffement complètement inacceptable. Donc on va devoir avoir un changement de la hiérarchie des prises de position, qui est lié aujourd'hui beaucoup aux inégalités accumulées des richesses, qui font en sorte que les actionnaires ont beaucoup de pouvoir. Donc la problématique des inégalités, et c'est là où j'aimerais avoir ma deuxième Pokéball, où je fais apparaître Thomas Piketty, va être déterminante, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme ne tient debout que de par l'accumulation historique de la richesse qui, aujourd'hui, fait en sorte que ce système de planification plutocratique par les riches est possible. Si on enlève l'inégalité de richesse, dont l'inégalité de la capacité à investir dans les entreprises, eh ben, on enlève la possibilité de devoir, à chaque fois qu'on veut faire un truc, convaincre une personne, le président de Total, et les actionnaires de Total. Donc là aussi, ça va aller ensemble. Si on n'arrive pas à dégonfler les inégalités, on se retrouvera toujours confronté à la situation aujourd'hui où on me dit « Oui, mais comment est-ce qu'on va convaincre les actionnaires ?» On ne devrait pas convaincre les actionnaires. Personne ne devrait avoir la capacité de décider individuellement de placer son argent dans l'extraction d'énergie fossile en milieu d'une crise climatique. Ça devrait être illégal, de la même manière qu'on n'a pas le droit de, moi, si j'ai envie de m'acheter un rein d'enfant et juste le manger,
si je suis super riche. Ben non, c'est illégal, c'est pas possible. Ben là, c'est pareil. Pardon pour l'analogie, là, je la retire. Ne me citez jamais là-dessus. Peut-être une dernière question. Voilà. Du coup, on a parlé des entreprises. Moi, je voulais poser la question sur les collectivités, par exemple. À quoi ça ressemblerait concrètement la décroissance dans une collectivité ou à l'échelle territoriale ? Alors, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Commune frugale, qui a été écrit par un collectif d'urbanistes, de géographes et d'architectes, sans aucun économiste. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à conserver leur créativité. Ils ont fait leur truc dans leur coin, et c'est un tout petit livre qui est en librairie en ce moment, et vraiment qui construit cet idéal, pas seulement de la décroissance, mais de la post-croissance, du post-capitalisme, on pourrait dire d'une économie convivialiste centrée sur le bien-être, en partant de cette réflexion sur les territoires, sur les processus d'approvisionnement, donc une économie ultra concrète. Et donc ça donne une jolie petite idée de comment ça fonctionnerait. C'est une réponse qui est impossible à donner, parce que ça dépend de quel territoire. On peut donner des principes généraux. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui, enfin dans le livre, en tout cas ce premier livre qui est vraiment beaucoup plus centré sur la décroissance, donc sur la transition, que sur la post-croissance, donc sur la mécanique d'une économie alternative, qui sera le sujet du deuxième livre. Aujourd'hui, il faut juste déconstruire des espèces de contraintes. Il faut déconstruire les contraintes financières qui aujourd'hui pèsent sur les collectivités, qui ne peuvent pas, par exemple, on regarde les territoires zéro chômage de longue durée, hein, et le concept de garantie de l'emploi, de la coopérative à but d'emploi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est en gros, dans un territoire, on crée une coopérative à but d'emploi où on va venir créer un forum démocratique où on rassemble les demandeurs d'emploi et des acteurs du territoire, et on fait deux listes. Une liste des besoins insatisfaits dans le territoire et une liste des compétences et des aspirations des demandeurs d'emploi. Et ensuite, on discute et on essaye de faire matcher. Et là, on se rend compte qu'on crée énormément d'emplois qui créent de la valeur sociale et écologique, mais parfois sans lucrativité. Et là, dans les territoires zéro chômeur de longue durée, ils arrivent à se débrouiller parce qu'ils disent « nous, on va recycler les allocations chômage pour leur payer en salaire, mais ça les limite un petit peu ». On se retrouve vite face à des contraintes financières. On fait « en fait, on aurait un moyen avec les compétences, on a les heures de travail disponibles, on a l'infrastructure qui nous permettrait de satisfaire ce besoin, donc l'économie concrète, tout est là, mais il y a une contrainte financière ». Donc moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de dire qu'il va falloir travailler sur un nouveau système d'organisation pour retirer ces contraintes financières, et ensuite, on verra ce qui adviendra, ce qui ne peut pas vraiment être prédit à l'échelle des collectivités, ce qu'on peut faire vraiment quand on met le social et écologique avant le financier. Alors moi, c'est quelque chose aussi qui m'a choqué quand j'ai appris l'économie, c'est que vous avez un cours qui s'appelle système économique comparatif, où on vous apprend, en fait, on vous donne une typologie des différents systèmes économiques. Et en gros, on vous en donne toujours trois. Il y a le capitalisme, il y a le communisme, et il y a les économies en développement, qui n'ont pas encore choisi. Et moi, quand je regarde les cours maintenant, c'est complètement débile, parce qu'il y a tout un spectre, et donc, déjà, il y a une diversité des capitalismes. Le capitalisme allemand n'est pas le même que le capitalisme français, qui n'est pas le même que le capitalisme britannique. Il y a une diversité des systèmes socialistes, historiques, mais aussi existants. Et pareil, à l'intérieur de l'économie française, vous avez des domaines qui sont moins capitalistes que d'autres. Donc l'économie sociale et solidaire est moins capitaliste que les milieux des assurances privées. Par exemple, donc là, vous avez aussi un certain gradient. Moi, j'ai mes collègues, dont Benoît Boritz, qui disent que l'économie sociale et solidaire en France est un communisme concret. En fait, c'est l'expérience la plus concrète qu'on a du communisme au XXIe siècle. Donc ça aide un petit peu, en fait, à casser ces frontières pour se dire qu'un système économique, ça ne se choisit pas en mode on-off. De se dire, voilà, est-ce qu'un jour, on va dire, je ne sais pas, dans 2 mois, ok, maintenant, le capitalisme c'est terminé, on est passé à un autre truc. C'est toujours des spectres de tension avec l'hégémonie de certaines institutions. Donc, par exemple, dans un système idéal type capitaliste, le travail est organisé de manière hégémonique à travers la relation salariale. Donc, la majorité du travail est organisée à travers l'emploi salarié. Si vous enlevez ça, on imagine, je ne sais pas, une économie où vous avez un territoire zéro chômeur dans chaque ville, un emploi garanti, où il y a des logiques de pleine activité, peut-être des revenus de base, des trucs comme ça, où on n'a plus de marché de l'emploi a été démarchandisé, c'est rationné aussi de manière politique. Et ben là, en fait, vous avez perdu l'une des institutions phares du capitalisme. Peut-être vous en avez gardé d'autres, les entreprises à but lucratif, par exemple. Et au bout d'un moment, si vous déconstruisez, vous vous retrouvez avec des systèmes hybrides. Donc moi, j'aime beaucoup les historiens qui vont chercher des petites expériences. Par exemple, Stan Cox, qui est l'un des experts internationaux du rationnement.
Le mec qui a étudié au fil de l'histoire tous les moments où on est venu rationner un truc, que ce soit les organes, c'était comme la France aujourd'hui, les permis de chasse aux États-Unis, que ce soit l'accès au logement dans la ville de Vienne, que ce soit la viande et la nourriture pendant les guerres, que ce soit, je sais pas, l'accès au vaccin pendant la pandémie. Et donc ça, on apprend plein de trucs aussi. Et on peut se dire aujourd'hui, il y a des protocoles de rationnement qu'on pourrait remobiliser. Et ça fait partie, on en avait discuté, du discernement. Donc on ne veut pas revenir aux coupons de nourriture qu'on avait vus pendant la guerre, mais de se dire que, en historien de l'économie, si aujourd'hui on est dans une impasse et que la foire aux idées est déclarée ouverte, il faut qu'on ait une boîte à outils qui soit super large, avec des trucs même qui paraissent très anciens. Donc là, mes collègues aujourd'hui qui passent beaucoup de temps à étudier l'agroécologie cubaine, parce que Cubaine s'est retrouvée à un moment donné sans pétrole à cause de l'embargo, et donc a dû innover, a dû inventer une façon de se nourrir sans énergie fossile. Et donc aujourd'hui, on essaie d'étudier ça pour voir à quel point ça pourrait être utile pour des pays comme la France. Donc moi, je suis pour déjà complètement dépassé. Et souvent, quand les gens regardent le livre, ils me disent marxiste, machin, communiste, comme une insulte, et comme s'il fallait choisir son camp, quoi. C'était quand on faisait de l'économie, soit on était capitaliste, et si on n'était pas capitaliste, on était juste communiste. C'est le noir et blanc, quoi. Alors que moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des listes. Et à un moment donné, j'avais fait une carte avec ce que j'avais appelé des Alternative Economy Framework, des cadres d'économie alternative. Et voilà, j'en avais dénombré une petite 50aine. Et il y avait plein de types de communisme, plein de types de capitalisme, plein d'économies communautaires, avec des modes d'allocation différents. Il y avait des modes d'allocation où c'était plus centré sur le don avec un peu de réciprocité. C'était beaucoup de répartition, un petit peu d'échange marchand. Ça a changé, bien sûr, ça évolue dans l'histoire. Et aujourd'hui, si on veut vraiment s'inventer architecte d'économie alternative, il faut venir mobiliser toute cette richesse et pas faire une question à choix multiples du genre quelle économie dans le futur, l'économie qu'on a aujourd'hui ou l'Union soviétique. Ça, c'est le choix. On a l'impression quand on écoute BFM, c'est vraiment les deux seuls choix, alors qu'en fait, le futur de l'économie, c'est un Netflix interminable où on peut scroller à jamais avec tout système possible, des bons et des mauvais. Merci déjà d'être venu dans le temple de la croissance du secteur aéronautique. Et moi, ma question, en fait, elle est un peu complémentaire à ce qui s'est dit un peu précédemment, là, parce que je suis en reconversion et je suis en train, avec quelques camarades, d'essayer de monter une structure ce type coopérative pour justement faire du conseil auprès des collectivités locales et des PME pour insuffler la décroissance au travers de cadres conceptuels comme la redirection écologique que vous avez évoqué juste avant. Alors, selon vous, est-ce que la société est prête à accueillir ce genre d'initiative ou est-ce que je vais rapidement me casser la gueule ? Alors, vous savez, faut pas trop demander aux économistes, surtout aux économistes qui sortent pas souvent de leur bureau. Moi, je suis assez fort en théorie, mais je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Et donc, il va falloir tenter des trucs. Tenter des trucs et essayer d'apprendre de ce qui marche et de ce qui fonctionne pas. Mais la seule chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est de relancer l'économie telle qu'elle existe. Donc ça va nous forcer à aller en dehors de notre zone de confort, à prendre des risques. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas non plus la rhétorique de la Startup Nation, exactement, qu'on nous vend, l'esprit de la Silicon Valley. Donc moi, j'ai envie d'utiliser ça contre eux et de dire, voilà, nous sommes des innovateurs, des inventeurs radicaux d'économie désirable post-capitaliste. Et donc, à l'échelle des territoires, comme l'initiative que vous mentionnez, on va faire des essais, on va essayer des trucs, parfois un peu loufoques, parfois risqués, mais avec énormément plus de gains que la personne qui va se dire « Moi, je vais faire un Angry Birds 12 ». Pas avec des oiseaux, avec des chauves-souris. Tu vois, là, c'est pas du risque, l'espèce de start-up là, qui essaie de créer des licornes. L'innovation sociale, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui devrait concentrer notre attention. Donc je vous souhaite la meilleure des réussites et ça sera moi qui viendra apprendre en tant que théoriste de l'économie des initiatives de ce qui marche pour pouvoir justement arriver à mieux comprendre comment accélérer, créer des synergies et arriver à connecter toutes ces initiatives qui marchent pour que ça fasse un nouveau système économique. Donc on en reparle très bientôt. Merci de votre attention.
Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance de Timothée Paric est sorti aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le mercredi 5 octobre 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.